à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission Deliveroo et ses coursiers salariés. C'est terminé, la décision de la société de passer au régime indépendant a fait grincer pas mal de dents. C'est pourtant le modèle répandu dans ce que l'on appelle l'économie de plateforme. Avec quelles conséquences pour les travailleurs et plus globalement pour notre modèle économique? C'est ce que nous essayons de comprendre dans le premier dossier de cette émission. Et puis culture avec ce focus sur les petits lieux, ces cafés-théâtres avec une programmation bien particulière. Le festival Bruxelles sur scène les met à l'honneur pendant un mois. Mais je vous le disais, on commence tout de suite avec ce changement chez Deliveroo qui décide de passer du système salarié au système qu'on pourrait dire indépendant ou faux indépendant. On va essayer de comprendre ça avec vous. Paul Forget, vous êtes livreur, ou en tout cas à certains moments, vous nous l'expliquerez, pendant certaines heures en tout cas, ou coursier chez Deliveroo. Et vous avez lancé il y a peu un coup de gueule justement pour dénoncer ce changement de mode, de système chez Deliveroo. Ça se traduit comment en fait, ce changement, ce passage de système de salarié et système d'indépendant? Je vous remercie. Donc en fait, effectivement, donc depuis le mois de janvier dernier, je suis livreur chez Deliveroo. Au départ, on a une situation relativement classique pour un travail étudiant, à savoir un contrat de travail rémunéré au minimum légal. C'est pas mirobolant, mais ça fait quand même 10 € de l'heure garantie avec toute la protection sociale et tout cela. Vous faites ça comme étudiant, hein, dans voilà, votre comme étudiant, exactement. Je suis étudiant en droit à l'Université catholique de Louvain. Et j'ai pu constater assez rapidement donc, qu'il y avait une sorte de hiatus entre la communication développée par les jeunes gens qui s'occupent de concrètement gérer la start-up ici en Belgique et les coursiers. Une communication très sympathique, très à tu et à toi, et qui annonce d'entrée de jeu que voilà, l'avis des coursiers est entendu, écouté. Et par ailleurs, un certain nombre de réformes. Il y en a eu deux principalement, une très récente, une il y a un peu plus longtemps, qui en fait sont appliquées de façon, oserais-je dire, presque autoritaire et imposées aux coursiers. Je songe au choix qu'a opéré Deliveroo en coopération avec la France à délocaliser le service à la clientèle, qui est aussi en fait le service des coursiers à Madagascar, et plus récemment au choix de passer l'ensemble des coursiers sous statut indépendant à l'horizon du mois de janvier. Alors que vous aviez précédemment un statut ou équivalent à un statut de salarié. Voilà, j'avais tout à fait un statut donc, d'étudiant salarié, avec une situation tout de même un petit peu bancale, à savoir que le contrat était signé avec une coopérative Smart qui n'exerce pas, là c'est plutôt l'étudiant en droit qui parle, mais enfin, qui n'exerce pas d'autorité précisément sur la personne avec laquelle le contrat est signé. Ça se passait effectivement via la société Smart, voilà. Mais la conséquence, c'est que vous étiez considéré comme salarié. Alors peut-être rapidement, avant de passer la parole à d'autres, ça se traduit comment, ça, le fait de passer, pour vous, hein, en tant que livreur, en tant que coursier, concrètement, ça se traduit comment, le fait de passer du statut de salarié au statut d'indépendant? Eh bien, le fait de passer du statut salarié au statut indépendant fait principalement, donc la principale conséquence, disons, la plus directe, c'est que le livreur n'est plus payé à l'heure avec une garantie salariale, mais à la course. Et donc, selon les demandes, les commandes qui existent, il est payé ou il n'est pas payé, parce que selon les zones, eh bien, il peut y avoir plus ou moins de courses, de commandes. Donc, s'il n'y a pas de commande, il n'y en a pas forcément 2 par heure. Voilà, alors, donc s'il n'y a pas de commande, il n'est pas payé, tout simplement. S'il n'y a pas de commande, il n'est pas payé. Alors qu'avant, il avait une base garantie. Voilà. Et ça arrive de devoir attendre 1 heure, 2 heures sans avoir la moindre commande selon les zones dans lesquelles on travaille. Parce que les villes, ici en particulier la ville de Bruxelles, sont subdivisées en zones qui correspondent plus ou moins à des communes. Et il y a des communes dans lesquelles on commande un peu plus de plats dans des restaurants que d'autres. Et donc on se retrouve à ce moment-là, effectivement, à être payé 0 € à l'heure, puisqu'il n'y a aucune course. Alors ça peut être, entre guillemets, de prime abord, plus avantageux pour certaines personnes dans certaines zones qui auraient peut-être 3-4 courses dans l'heure, mais il faut bien se rendre compte que c'est impossible d'avoir davantage que 4 courses dans une heure. Notamment un des arguments des responsables de Deliveroo. Je précise d'ailleurs qu'on leur avait évidemment lancé une invitation qu'ils n'ont pas pu ou voulu honorer, en tout cas ils n'ont pas pu venir. Et donc peut-être rapidement, et là je fais référence à l'article que vous avez, l'article d'opinion que vous avez récemment publié dans la Libre Belgique, vous dites du coup démission.
Moi, c'est ce que je suggère. Alors, je pars du principe que, voilà, les travailleurs sont libres, effectivement, dans le cadre prévu par le législateur de souscrire ou non au contrat qu'il aurait proposé par Deliveroo. Mais ce qui m'a particulièrement, disons, mécontenté et ce qui a suscité mon choix de publier un article dans la Libre Belgique, c'est que on ne leur donne pas à finalement essentiellement des travailleurs sans condescendance de ma part qui ont très peu de qualifications, qui travaillent voilà, chez Deliveroo ici parce qu'ils n'avaient pas de possibilité de travailler ailleurs. Eh bien, on ne leur donne pas les bases nécessaires pour avoir un jugement un petit peu critique sur ce qu'il aurait proposé. On ne leur dit pas concrètement que s'ils souscrivent au nouveau statut dont monsieur aura sûrement l'occasion de nous parler, d'étudiants indépendants qui jusqu'à 6 000 € par an est fiscalement nul, voilà, eh bien, on ne leur dit pas que cela signifie aussi qu'ils n'auront pas de pension, qu'ils n'auront pas de protection sociale. Donc voilà, ils ne sont pas informés en tout cas. Voilà, des conséquences de l'emploi qu'ils occupent. S'il faut un accident, ils ne sont pas protégés. Voilà. Alors, on parle effectivement, dans leur dernier email, Deliveroo annonçait un contrat de RC, mais quid en cas d'accident, on va justement laisser répondre. Francesco Agemio, vous dirigez l'entreprise Boardies, oui, pardon, j'avais une hésitation. L'entreprise Boardies qui fonctionne un peu sur ce modèle-là, finalement, sur le modèle de Deliveroo. C'est un peu la description que vient de faire Paul Forget. Alors oui et non, parce qu'en fait on a un modèle qui est très différent, c'est-à-dire qu'en fait nos courses, voilà, on n'a pas de créneaux horaires qui sont fixés. Et en fait, chez nous, les indépendants, on travaille qu'avec des indépendants et des indépendants complémentaires, aussi des étudiants, c'est aussi ouvert aux étudiants indépendants. Mais la grosse différence d'un Deliveroo, c'est qu'en fait, les coursiers n'ont jamais l'obligation en fait, de prendre une course, n'ont pas l'obligation de travailler en shift. Et c'est un petit peu, voilà, on s'adresse plus à des indépendants qui ont déjà une activité ou un indépendant complémentaire qui souhaitent un petit peu arrondir ses fins de mois ou avoir des activités complémentaires. Et, plus, vous voulez dire qu'il y a des travailleurs, par exemple, qui pourraient ne faire que ça ou c'est ça. Donc ce serait la principale activité. C'est ça. Et en fait, l'idée aussi derrière la philosophie derrière Boardies, c'est plus de se dire voilà, qu'un coursier a le choix en fait, de se connecter ou de ne pas se connecter. On ne va jamais le forcer en fait, à prendre une course. Il n'a pas de minimum. C'est ça. Mais il est payé à la course. Mais il est payé il n'y a pas de mini. Donc il n'y a pas. Pareil, s'il n'a pas de course, il n'a pas de rémunération. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de rémunération. Mais maintenant, c'est vrai qu'on travaille sur un principe complètement différent, qui est que généralement, ces personnes-là ont une activité en parallèle. Donc certains de nos chauffeurs sont chauffeurs Uber, par exemple, etc. Et ça leur permet en fait d'avoir... donc il y en a qui multiplient en fait les expériences de ce type-là. Alors justement, c'est ce que vous avez fait, vous, Christophe Charlot, mais pour les besoins d'une enquête journalistique. Elle fonctionne grosso modo un peu toutes sur ce modèle-là, ces entreprises qu'on appelle de l'économie collaborative, hein, parfois, en tout cas selon certains, à tort, ou l'économie de plateforme, comme on dit. Peut-être, finalement, Deliveroo, avec ce système via Smart, faisait figure d'exception. Alors, il faisait figure d'exception, oui, quand même, parce que c'est un modèle qui a été développé essentiellement en Belgique. C'est un modèle qu'on n'a pas vu dans d'autres pays, donc en France, ce n'est pas du tout le cas. Et ça s'est fortement remarqué avec la faillite de Take It Easy en 2016, où là, je dirais, le modèle a joué tout son rôle, où tous les coursiers Take It Easy en Belgique qui passaient par le système Smart ont bénéficié de leur dernier mois de rémunération, alors que tous les coursiers à Paris et dans toutes les autres villes qui travaillaient pour Take It Easy, eux, ont perdu dans la faillite de la start-up leur dernier mois de rémunération. Donc, effectivement, c'est un modèle un peu particulier, alors qu'il y a des faiblesses, notamment au niveau légal, on ne sait pas très bien, mais c'est quand même un modèle qui permet d'encadrer un phénomène et qui joue un peu un rôle de garde-fou, parce qu'on voit bien qu'effectivement, le modèle de faire appel à des indépendants pour des toutes petites rémunérations pose énormément de questions. Oui, alors justement, poser énormément de questions que j'ai envie de vous poser, Yvon Fischer, à l'enseignant de droit du travail, justement. Est-ce qu'on va, en écoutant ces différents témoignages, vers une précarisation et une fragilisation de plus en plus grande du statut du travailleur? Le passage du statut de salarié à indépendant n'implique pas nécessairement une précarisation. Ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte, je pense dans la pratique, dans certains types de statuts d'indépendants qui sont non choisis, qui sont plutôt imposés, entre guillemets,
par la réalité économique. Et donc là, je pense que oui, il peut y avoir une précarisation, puisque notamment en tant que travailleur indépendant, on ne bénéficie pas de la protection en matière de bien-être au travail, ce qui me paraît quand même quelque chose de fondamental pour les livreurs qui circulent à vélo dans Bruxelles. On sait bien que c'est relativement dangereux dans une certaine mesure de circuler à vélo dans Bruxelles, avec peut-être une pression, peut-être pas directe, mais indirecte, pour que les courses soient faites le plus rapidement possible. Et par rapport à ça, il n'y a aucune politique, alors que si ces personnes étaient salariées, eh bien, les employeurs devraient réfléchir à comment prévenir des risques d'accidents du travail. Je pense qu'il y en a eu, effectivement, des livreurs qui ont eu des accidents. Ben, il n'y a pas d'assurance accident du travail si on est indépendant et si on n'a pas contracté une assurance soi-même. Et puis, celui qui donne le travail ne prend pas de mesures pour prévenir cela. On voit par exemple, je pense, des livreurs qui circulent sans casque. Alors, réponse Francesco Agemio, est-ce qu'effectivement on est face à des employeurs qui font fi en quelque sorte à la fois de la situation sur le plan du droit du travail de leurs travailleurs et aussi sur la sécurité ? Ça dépend un petit peu d'une entreprise à l'autre, en fait, je pense. Chez vous, par exemple ? Chez nous, par exemple, on travaille qu'avec des indépendants et indépendants complémentaires qui sont couverts minimum par une RC professionnelle. C'est quelque chose qu'on exige au moment de pouvoir les recruter, parce que voilà, on est conscient aussi que ce genre d'accident peut arriver. Ce qui limite évidemment le nombre de travailleurs, ou en tout cas le type de travailleurs que vous allez avoir. Oui, ça limite, mais en même temps, voilà, ça nous permet d'avoir une croissance un petit peu plus certaine et de respecter aussi à côté de ça le droit des coursiers, quoi. Ouais, mais donc ça veut dire que tout cet aspect-là de responsabilité, etc., repose sur les épaules du travailleur et non pas de l'employeur. Pour le moment, oui, mais là on est en train de regarder un petit peu à des solutions aussi pour pouvoir justement couvrir nos coursiers pendant le temps de la course. Maintenant, voilà, c'est vrai que même en termes d'assurance, c'est encore des scénarios qui ne sont pas encore très bien étudiés. Donc, même chez les assureurs, pour l'instant, il n'y a pas encore de solutions toutes faites qui existent en fait pour ce genre de scénario. Ouais, au niveau de la sécurité, puisque Yvan Fischer en parlait, et c'est vrai qu'on les voit souvent, ces livreurs, surtout des Deliveroo, qui effectivement roulent parfois sans lumière, avec peut-être des vélos qui ne sont pas de première fraîcheur, parce que c'est eux qui doivent fournir leur propre matériel. Oui, effectivement, ça fait partie un petit peu, ça fait partie du modèle. Les livreurs doivent effectivement venir avec leur propre matériel. Maintenant, on fait quand même attention à ce qu'ils soient équipés. Nous, on a une partie de notre flotte qui est à vélo, on a une grosse partie de notre flotte qui est aussi en voiture. Donc là, on fait attention, on regarde aussi que la carte verte, que le contrôle technique a été passé, que le véhicule est assuré. Et donc, ça veut dire que finalement, la réussite de ce modèle se fait un petit peu sur le dos de la sécurité des travailleurs, en quelque sorte ? Moi, je dirais non, pour être tout à fait franc, parce que ça dépend un petit peu de la philosophie d'une entreprise à l'autre. Par exemple, chez nous, on ne met pas de pression sur pression de temps. Par exemple, si un coursier est libre d'accepter ou de refuser une course, ensuite il a 1 heure entière pour aller la chercher, il a 2 heures au total pour faire la livraison, donc il y a un petit peu moins de pression à ce point de vue-là. Donc voilà, c'est sûr, il y a des accidents qui peuvent arriver, etc. Mais voilà, on peut, du côté des plateformes, on fait aussi attention à ce que ça à éviter. On essaie de diminuer un maximum le risque et essayer de trouver des solutions aussi pour pouvoir les couvrir, et faire en sorte qu'il y ait des conditions de travail les meilleures possibles. Christophe Charlot, votre avis, vous, sur ces questions-là ? Mais malgré tout, le système de la rémunération à la course, notamment dans la livraison de repas, pousse à aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que plus vous l'avez expérimenté. Plus vous allez faire de courses, plus vous allez gagner d'argent. Et même quand il y avait un revenu fixe... Donc à prendre des risques, en gros. Et même quand il y avait un revenu fixe, il y avait quand même des bonus par course. Donc moi, en tant qu'indépendant chez Deliveroo, j'étais payé 11 € de l'heure, plus 2 € par course. Et donc effectivement, quand vous ne faites qu'une course par heure, c'est pas intéressant. Vous avez envie d'en faire beaucoup plus. Et donc vous allez vous dépêcher de livrer le plat pour être libre le plus vite possible pour éventuellement accueillir d'autres commandes. Et donc, oui, effectivement, on est très vite dans le jeu. Hein. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, je le faisais pour une expérience journalistique, donc je n'avais pas non plus ce besoin de gagner de l'argent, mais malgré tout, oui, je brûlais des feux rouges, etc. Alors, je ne dis pas que tous le font, et je pense que le message quand même de Deliveroo, c'est à ces coursiers, c'est quand même de faire attention. Il y a quand même un certain message à ce niveau-là. Mais malgré tout, le système fait qu'on est
poussé à aller vite. Et ici, en passant du système de rémunération à l'heure à la course, ben oui, c'est inévitable. Il faut aller vite, il faut livrer le plus possible. Ouais, Paul Forget, c'est l'expérience que Oui, vous tout à avez fait. aussi visiblement, parce que je vous vois... Chez la tête, Chez oui, la c'est mon tête. constat. Et même, j'ajouterais donc sous statut employé, étudiant-employé, la pression pour aller vite existe, puisqu'il y a effectivement tout de même une concurrence inévitable qui existe entre les coursiers pour effectivement avoir du travail, et sont embauchés prioritairement ceux qui réalisent de nombreuses courses, ceux qui vont vite. Ils ont tous un smartphone en poche, on calcule leur vitesse moyenne, donc voilà, Ouais, et on les voit, vous les avez sûrement déjà vus, brûler des feux rouges, prendre éventuellement parfois des ronds-points à contresens. Et- Le danger est réel. Quand vous entendez ce qu'explique Francesco Agemio par rapport à la société Birdies, qui est une autre société et qui fonctionne pas tout à fait de la même manière, mais avec quand même pas mal de points communs, est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans? Est-ce que ça ressemble un petit peu à l'expérience que vous avez eue, ou bien c'est quand même des choses différentes? Moi, je constate, d'après ce que vous avez dit, donc il y a 2 heures pour livrer le repas. C'est évidemment très différent de chez Deliveroo, où c'est une demi-heure. Donc on entend une demi-heure pour aller Donc jusqu'au restaurant, ça change jusque pas mal. chez le client. Considérant que, voilà, si on attend pendant un quart d'heure, 20 minutes au restaurant, bien il faut plus ou moins rattraper le temps. Il y a plus ou moins une tolérance. Mais si jamais on est excessif dans ce temps que l'on prend, eh bien, on travaillera moins. Alors, en ce qui me concerne, je n'avais pas envie de beaucoup travailler, donc ça ne me posait pas spécialement problème. Mais voilà, effectivement, il y a une grosse pression qui est là. Oui, de travailler plus pour gagner plus, quoi. Alors, Yvan Fischer, est-ce que tout ça, bon, pour l'instant, le nombre, la proportion de travailleurs qui sont impliqués dans ce type de plateforme-là, évidemment, est-ce qu'elle est? Elle n'est pas encore majoritaire. Mais néanmoins, est-ce que ce type d'économie-là peut avoir un impact sur notre modèle social et sur notre modèle économique? C'est clair que c'est un modèle tout à fait différent du modèle qui a inspiré notamment notre système de concertation sociale après la Deuxième Guerre mondiale. Donc les défis sont là, c'est de se dire, ici on a une nouvelle économie et on applique à cette nouvelle économie des règles qui ont été conçues pour d'autres types de marchés du travail. Donc nécessairement, il y a des réflexions à avoir, mais pour l'instant, les partenaires sociaux sont justement occupés à réfléchir sur l'impact de l'économie de plateforme collaborative sur le droit du travail, sur le marché du travail. Des propositions seront faites, je pense, pour la fin de l'année. Donc nécessairement, voilà, ici, les acteurs du marché du travail se sont saisis de ces questions. Il y a déjà eu des interventions gouvernementales, mais ici, eux veulent apporter aussi leur pierre à l'édifice dans tout ce débat. Ouais, avec une crainte sur la situation des travailleurs, peut-être de manière générale, sur la précarisation de certains travailleurs, de certains statuts. C'est ça aussi la crainte? Ce qui joue évidemment pour la précarisation, c'est notamment évidemment la question des relations collectives de travail. Dans ce type de configuration, vous n'avez que des indépendants. Mais il n'y a évidemment forcément pas de présence, en tout cas dans le sens classique du terme, de présence syndicale. Donc ça peut être des travailleurs qui ne se voient pas. Alors on peut s'associer comme indépendant, ça n'est pas incompatible, je pense que ça a été fait dans d'autres pays, mais le simple fait qu'il n'y a pas quelque part une espèce de dialogue instauré, permanent, entre le groupe de travailleurs, quitte à ce qu'ils soient indépendants, et l'employeur ou celui qui donne le travail, eh bien, fait qu'il peut y avoir un impact en termes de conditions de travail précaires. Je pense que c'est quand même vérifié que généralement, on peut aimer ou pas la présence syndicale, mais ça a un impact d'une certaine manière sur les conditions de travail. Très bien, merci à tous les quatre. On est loin d'avoir épuisé le sujet, mais on a, je pense, déjà balisé pas mal de choses. Merci de nous avoir apporté vos témoignages, vos commentaires, vos avis, vos analyses.